Allez, 5 minutes sur un livre, c'est pas beaucoup. Hein. En plus, je l'ai dévoré, ce livre. Pour un numérique humain, donc dernier ouvrage paru chez Herman de Guimamou-Mani, qui a présidé pendant 20 ans l'une des premières ESN françaises. Le groupe Open a également été le vice-président du Conseil national du numérique, donc figure de l'écosystème numérique français, à plusieurs titres, notamment pour votre vision très engagée sur le numérique et qu'on retrouve dans cet ouvrage. J'aurais pas mieux résumé d'ailleurs le livre que par le titre. Hein, pour un numérique humain, c'est vraiment de ça dont on parle. Donc, comme votre précédent ouvrage, Guy, je l'ai dévoré, celui-ci, hein, du début à la fin. Il y a une préface d'Antoine Petit, qui était assez étonnante, je dois dire, président du CNRS. Bon, d'abord, qui nous dit un truc pertinent. Il nous dit, si on veut peut-être avoir cette idée de renoncer au numérique, mais non, en fait, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est le sens de l'histoire. Donc, déjà, évacuons cette option. Mais il nous dit aussi, c'est pas nécessairement utile d'être totalement d'accord avec Guimamou-Mani et tout ce qu'il écrit dans ce livre. D'abord, bonjour. Ça, c'est une préface libre et indépendante. Absolument, je lui ai donné aucune instruction et je trouve qu'il a parfaitement raison. D'ailleurs, vous savez, je suis enseignant dans des écoles de commerce et c'est la première chose que je dis en commençant mes cours, c'est que vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre a un sous-titre qui sont les 8 conditions d'une transformation réussie, parce que avoir une vision angélique de la transformation numérique n'est pas sérieux. Il faut absolument y mettre des conditions de réussite, et c'est pour ça que c'est discutable. Mais c'est vrai que quand on lit le livre, alors c'est pas du tout une vision angélique, mais c'est quand même une vision très positive, hein, du numérique et de l'avenir. Mais il y a certains points, on se dit ah mais non, mais là je suis pas d'accord. Par exemple, vous corrigez une publicité qui met en avant un robot et nous dit finalement face à ce robot on s'en sort pas, ce serait tellement mieux si on avait un humain face à nous. Et là vous dites mais elle est complètement à côté de la plaque cette pub, parce que de toute façon on a toujours un humain qui nous... Non, c'est pas vrai, Guy. Non, c'est pas ça ce que je dis. Hein. C'est pas vrai. Aujourd'hui, non, là vous faites référence à la publicité du CIC, oui. de la banque. Hein. Oui. Hein, en fait, c'est l'exagération qui m'a choqué. C'est-à-dire que en fait, on met en avant comme si le numérique était diabolisé, déshumanisé, et c'est ça que je conteste. Mais maintenant, pour moi... Mais c'est vrai pour une partie de la population qui ressent véritablement cette déshumanisation. C'est justement le sujet. C'est pour ça que c'est pour un numérique humain, le titre. Hein. C'est que justement, je veux montrer qu'on peut envisager d'avoir un numérique qui soit au service de l'humain. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui du projet Albert. C'est-à-dire que les agents, les fonctionnaires qui rendent des services, qui répondent à des questions, eh bien aujourd'hui utilisent une intelligence artificielle, non pas pour les remplacer, comme tout le monde le suppose, mais au contraire pour augmenter leur performance, leur productivité et leur qualité de service. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller avoir une intelligence artificielle, un numérique en général, qui soit au service de l'humain. Bon, je veux dire, là où je vous ai rejoint, c'est-à-dire 2 lignes après, c'est que finalement, ce qu'on demande, c'est pas forcément d'avoir un humain, on demande ce que ça marche. Exactement. Et oui, que nos services numérisés fonctionnent. Écoutez, si par exemple, je vais dire au hasard, je ne veux pas citer un service public quelconque ou une entreprise quelconque, mais si vous passez des heures à essayer de les joindre au téléphone et que vous n'arrivez pas, alors bien sûr, ça serait super d'avoir un humain qui réponde tout de suite, qui vous dise bonjour, qui réponde à vos questions, qui soit compétent. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est les services auxquels nous sommes confrontés et qui sont malheureusement très très défaillants. Donc si le numérique est un moyen d'améliorer ces services, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Bon, là aussi où vous êtes clivant, c'est page 45, j'ai noté, contre la défenseur des droits. Vous dites à la tort, il ne faut pas freiner face à la fracture numérique. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette phrase. J'imagine. Ah oui, parce que déjà, être contre l'idée de la défenseur des droits, c'est déjà clivant, comme vous dites. Mais je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec cette notion de ralentissement. Cette idée que parce que, et c'est vrai, et j'en ai fait tout un chapitre, il y a un certain nombre de gens qui n'acceptent pas au numérique, alors on va ralentir, on va interdire. Alors c'est tout ce que je déteste. C'est le contraire. Qu'est-ce qu'on fait face à cette fracture numérique alors ? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on accélère au lieu de ralentir pour que tous ceux qui sont en mesure d'utiliser le numérique le fassent, 90-95%. Et puis pour les 5% qui restent, on met des moyens massifs pour justement les aider, les éduquer, les acculturer, voire
quasiment avoir un humain qui les aide, puisqu'on aura libéré énormément de moyens. Et donc, c'est exactement dans ce sens qu'il faut aller, au lieu de dire, on arrête pour tout le monde, on redescend pour tout le monde. Je voulais aussi parler de cette autre provocation. Vous dites, il faudrait faire de l'utilisation des smartphones à l'école la règle. À l'heure où tout le monde se bagarre sur le temps d'écran, ça aussi. Franchement, Delphine, c'est pas pour vous faire un compliment, mais j'adore vos interviews parce que vous mettez toujours le doigt sur les sujets qui fâchent. Et en effet, je suis en effet contre ces interdictions dont on ne fait que parler. Et d'ailleurs, vous avez vu le parallèle que je fais avec mon expérience de professeur de mathématiques et des calculatrices, où justement à l'époque, c'était les années 80-85 du XXe siècle. Et donc... tout le monde était contre les calculatrices de la même façon, parce que les enfants ne sauraient plus compter, parce que. D'ailleurs, il y avait même des enfants qui avaient été condamnés parce qu'ils l'avaient utilisé au bac, donc c'était grave. Et au contraire, j'avais eu une formation en tant qu'enseignant qui m'a permis d'utiliser les calculatrices comme un outil pédagogique. Évidemment, pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions, mais à partir du moment où vous êtes formé, vous savez comment les utiliser. Et d'ailleurs, tout le fil rouge de ce livre, c'est l'acculturation, l'éducation, la formation, en commençant par la formation des formateurs. Accélérons sur l'éducation. Absolument. Absolument. Si on devait résumer le livre, peut-être ce serait par cette phrase. Tout à fait. Voilà. Vous faites aussi tout un chapitre sur le Web 3. Vous nous parlez de la cybersécurité. Tous les sujets y sont. Merci beaucoup, Guy Mamoumani, d'avoir été mon premier invité dans ce Smart Tech. Merci beaucoup.